Beaucoup de gens veulent savoir ce qui se passe en ce moment en Iran. Hier, nous avons assisté à une énorme escalade de la part des États-Unis. Ils ont attaqué plusieurs installations énergétiques en Iran, y compris des centrales nucléaires et le site de production d'eau lourde dans la ville d'Arak. Que se passe-t-il, professeur? Que s'est-il passé hier? Eh bien, tu as raison. Ils ont frappé des infrastructures clés. Les Iraniens avaient déjà averti à l'avance que si de telles frappes étaient menées, la riposte serait très sévère. Ils ont maintenant déclaré qu'ils frapperaient des infrastructures clés en Palestine occupée, ainsi que dans les 5 régimes du Golfe Persique. Tout simplement parce que ces 5 régimes font partie de la guerre. Sans eux, les États-Unis ne peuvent pas la mener. Sans leur espace aérien, leur territoire, leur base ou l'accès à leur port, cette guerre est impossible. Et ils la financent même. Ces 3 pays, les Émirats, l'Arabie saoudite et le Qatar, en assurent le financement. Ainsi, en raison de cette situation, les Iraniens estiment que lorsque ces pays parlent de leur neutralité, ils insultent l'intelligence du peuple iranien. La destruction d'infrastructures essentielles et d'actifs industriels majeurs dans ces pays a commencé et elle se poursuivra jusqu'à ce que les Iraniens avaient annoncé au préalable soit pleinement réalisé. Il faut se rappeler que cela s'est déjà produit auparavant. Les Iraniens avaient averti le régime américain que s'il frappait les infrastructures clés de l'Iran, il y aurait de lourdes représailles. Et le régime israélien l'a fait. Il a frappé le champ gazier de South Pars. En réponse, l'Iran a détruit une grande partie des installations gazières du Qatar, de ses infrastructures de production de GNL, ainsi que des actifs stratégiques aux Émirats et en Arabie saoudite. Donc lorsque l'Iran profère ces menaces, c'est très sérieux. Si cela continue, l'Iran poursuivra dans cette voie. Et en fin de compte, si nous empruntons cette route, si les Israéliens insistent, cela mènera à la destruction totale des infrastructures pétrolières et gazières dans tout le Golfe Persique. Ensuite, même s'il y a un accord plus tard, il n'y aura plus de gaz, plus de pétrole, ni de pétroliers. En somme, ce que fait le régime israélien, c'est sacrifier le monde entier, l'économie mondiale tout entière. Et Trump, étant l'homme obéissant qu'il est, même si l'on nous dit qu'il cherche une porte de sortie, semble simplement ne pas avoir l'autorité ni l'influence nécessaires pour y mettre fin. Il obéit aux sionistes et au régime de Tel Aviv. Il a dit 48 heures d'ultimatum, puis 5 jours, puis 10 jours. Et 10 jours, cela nous mène au 6 avril. Mais ils ont attaqué des infrastructures iraniennes, des installations énergétiques à l'intérieur de l'Iran. Donald Trump avait déclaré « Nous n'allons pas attaquer ce type d'installation, car il les considérait comme importantes. » Mais en ce moment, ils font exactement ce qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas. Quelle est votre compréhension de la situation? Parce que c'est très important. Quelle est la stratégie du côté iranien en ce moment et comment l'Iran réagirait-il à l'escalade que les États-Unis sont en train de provoquer? Eh bien, l'Iran a déjà déclaré, comme je l'ai souligné, qu'il allait réagir sévèrement. Il va frapper plus fort. Quoi qu'on ait frappé en Iran, l'Iran va riposter au double, au triple, au quadruple. Probablement pas seulement au double, mais davantage. Mais cela mis à part, cela montre simplement, Nima, que l'Iran ne peut pas avoir de cessez-le-feu avec les États-Unis. C'est juste une autre preuve de cela. Nous avions un accord avec les États-Unis. L'accord nucléaire de 2015 avec le P5+1. Les États-Unis en faisaient partie. Ce n'était pas un excellent accord pour l'Iran, c'était un excellent accord pour les États-Unis. Trump a déchiré l'accord. Et même après cela, pendant sa 2e présidence, nous négocions avec Trump. Et il est devenu clair, il y a 9 mois, qu'il conspirait contre nous pendant ces négociations.
that he was conspiring against us during those negotiations. And again, before this war, Et encore une fois, avant cette guerre, c'était la même chose. En ce moment, il dit qu'il ne va pas attaquer les infrastructures clés, mais ils le font. Cela montre donc que la signature de Trump, ses promesses, ne valent absolument rien. Elles sont sans valeur. Ses paroles ne valent rien. Et par conséquent, pour que cette guerre prenne fin, l'Iran dit que les conditions sur le terrain doivent changer. Les conditions doivent évoluer de manière à garantir que l'Iran ne soit plus attaqué à l'avenir. Nous ne pouvons pas avoir un cessez-le-feu où le régime américain et le régime israélien retournent à la table à dessein, se réorganisent, se réarment et frappent à nouveau dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 1 an et demi, ou dans 2 ans. Ce n'est pas acceptable. Les 5 exigences iraniennes sont tout à fait raisonnables, et l'Iran n'en abandonnera aucune. Nous exigerons des réparations et nous obtiendrons ces réparations. Ces dictatures familiales arabes du Golfe Persique sont totalement complices. Elles ont assassiné de nombreux Iraniens et elles devront en payer le prix. Chaque centime qu'elles doivent à l'Iran le leur prendra, cela ne fait aucun doute. De plus, la souveraineté de l'Iran doit être respectée. Les droits de l'Iran en tant que pays souverain doivent être respectés et la sécurité des alliés de l'Iran dans toute la région doit également être respectée. Par conséquent, un cessez-le-feu est hors de question. Personne en Iran n'acceptera un cessez-le-feu, car nous savons que si nous en acceptons un, ils reprendront la guerre. Comment voyez-vous cela, professeur Marandi? Le fait que l'Arabie saoudite, puisque Fox News vient d'annoncer que l'Arabie saoudite rejoindra le combat. Ils essayent de provoquer quelque chose aux États-Unis. Mais après tout, étaient-ils, je veux dire les États arabes du Golfe Persique, impliqués dans la guerre jusqu'à présent? Et dans quelle mesure étaient-ils engagés? Eh bien, s'ils entrent en guerre, ils seront immédiatement anéantis. Souviens-toi, aucun de ces pays n'a quoi que ce soit en dehors de ses ressources énergétiques. Le fondement même de leur existence repose sur le pétrole et le gaz naturel. Et presque tous leurs principaux atouts. Le long du Golfe Persique, ils peuvent tous être facilement détruits s'ils entrent directement en guerre. Alors tout devient, comme on dit, un jeu équitable. Tout sera détruit et ces régimes s'effondreront. Je ne pense pas qu'ils aient le moindre doute à ce sujet. Si le régime saoudien, et je suis sûr que vous avez vu comment Trump a humilié Mohammed Ben Salman il y a seulement quelques heures en disant qu'il devait lui lécher les bottes, s'ils avaient un peu de dignité et d'honneur, ils prendraient leur distance avec les États-Unis. S'ils avaient un peu de dignité et d'honneur, ils se distancieraient du projet du Grand Israël, car après tout, le territoire saoudien est quelque chose que le régime israélien convoite. Et l'ambassadeur des États-Unis en Palestine occupée l'a reconnu, affirmant que les États-Unis soutiendraient cette décision et n'y verraient aucun problème. Ainsi, au lieu de se rapprocher de Trump, qui parle de leurs dirigeants de manière aussi humiliante, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire « Les Américains doivent quitter notre territoire. Ils ne peuvent pas utiliser notre espace aérien et ils ne peuvent pas utiliser nos bases. Nous ne pouvons avoir qu'une relation ordinaire comme les autres pays. » Si cela se produisait, une grande partie du problème serait immédiatement résolue. Mais ils n'en ont pas la capacité. Ce sont des régimes sous tutelle des États-Unis. C'est ainsi qu'ils restent au pouvoir, par leur obéissance aux États-Unis. Enfin, nous avons vu le Yémen rejoindre le combat. À votre avis, qu'est-ce qui est important dans le fait que le Yémen rejoigne le combat? Et allons-nous voir le Bab el-Mandeb, vous savez, la mer Rouge, être d'une certaine manière géré comme l'Iran gère le détroit d'Ormuz? Oui,
Je pense qu'en fin de compte, c'est bien la direction que nous prenons. Souvenez-vous, l'axe de la résistance n'a pas intensifié le conflit. Nous n'avons pas commencé cette guerre. L'Iran n'a pas commencé cette guerre. Et nous ne faisons qu'escalader en réponse à une escalade. Mais, lorsqu'ils intensifient, l'Iran frappe beaucoup plus fort, comme nous l'avons vu avec les frappes sur les installations gazières du Qatar et sur les infrastructures pétrolières et gazières saoudiennes et émiraties. Le Yémen entre maintenant dans la bataille, mais même leur implication se fait par étapes. Cela pourrait devenir très grave. Les forces terrestres du Yémen sont considérables. Elles peuvent facilement submerger une grande partie de l'Arabie saoudite. De la même manière, la résistance irakienne peut facilement prendre le Koweït et libérer le nord de l'Irak. Et elle peut aller plus loin que le Koweït. Ils peuvent aller au-delà du Koweït jusqu'en Arabie saoudite, vers le sud. Les États-Unis poussent à une escalade qui ne pourra que très mal se terminer pour eux et mal pour le monde. Ce que nous voyons maintenant est déjà suffisamment grave, et Israël ne se soucie pas du monde. Le régime israélien ne se préoccupe pas de l'économie de l'Inde, ni de celle de l'Allemagne, de l'Argentine ou du Nigeria. Il ne se soucie de personne. Ils sont donc tout à fait disposés à sacrifier les intérêts des États-Unis et du reste du monde pour leur propre compte. Et c'est précisément pour cette raison que Trump agit contre les intérêts de son propre peuple et contre ceux de la communauté internationale. Parce qu'il obéit à Israël. Maintenant, pourquoi est-ce le cas? Est-ce parce qu'ils ont des images compromettantes de lui avec de jeunes filles? Est-ce à cause des personnes qui l'entourent? Est-ce à cause du lobby et de tout l'argent qu'ils lui ont donné? Ou est-ce une combinaison de plusieurs facteurs? Qui sait? Mais au bout du compte, il est clair que les États-Unis sont dans l'impasse. Et la situation ne fera qu'empirer s'ils lancent ce soir une attaque contre l'Iran, une attaque terrestre, ce qui est tout à fait possible. La riposte iranienne sera massive. Elle échouera en fin de compte. Ils devront partir tôt ou tard. Ils seront embourbés dans un bourbier. Mais s'ils attaquent, cela ne fera qu'aggraver les choses. Cela va empirer de plus en plus et plus rapidement que ce que nous connaissons actuellement. L'Iran n'a pas d'autre choix que de poursuivre la voie qu'il suit, car l'Iran est la victime. L'Iran se défend. Et les pays du Golfe Persique qui exportent du pétrole et du gaz, ils sont tous complices. Le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn, le Koweït, ils font tous partie de cette guerre. L'Iran n'a donc pas d'autre choix que de traiter ces pays, le régime de Washington et le régime de Tel Aviv comme il le fait. Sinon, ils tenteront de saper la souveraineté de l'Iran. Et l'existence même de l'Iran est visée par les sionistes. Je pense que l'un des principaux messages, l'un des points essentiels, a été mentionné par le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Khalibaf. Il a déclaré que nous devons mettre fin à ce cycle de guerre, de cessez-le-feu, de guerre. Comment cela pourrait-il être réalisable? Car 2 des 15 points présentés par les États-Unis à la partie iranienne concernent d'une part la limitation du programme de missiles balistiques de l'Iran et d'autre part le programme nucléaire iranien. Y a-t-il quelque chose dans ces points qui pourrait réellement être réalisable, compte tenu de ces 2 questions? Non, pas du tout. Rien. Nima, il y a 2 choses que les Américains sont tout simplement incapables de comprendre. Cela dépasse leur capacité mentale. La première, c'est que la République islamique d'Iran est farouchement indépendante, fondée sur les valeurs de la Révolution, son héritage civilisationnel, son idéologie religieuse, et en particulier la notion chiite de résistance, de résilience et de lutte contre l'oppresseur, ainsi que de soutien aux opprimés. C'est cela qui rend l'Iran très fort et capable de se protéger et de tenir tête à une puissance bien plus grande, les États-Unis, l'Occident collectif et leurs mandataires régionaux.
meaning the United States and the collective West and its regional proxies. The second is that because of that Le deuxième point est que pour cette raison, l'Iran a pris ses propres décisions à Téhéran. Il n'achète pas de F-35 ni d'autres armes américaines simplement parce que les États-Unis l'exigent. Au lieu de cela, il a développé ses propres capacités nationales. Il a construit des villes de missiles, des villes de drones et des usines pour les produire et les améliorer, renforçant ainsi les capacités militaires et technologiques de l'Iran. Il a également investi dans ses universités. C'est pourquoi, au cours des derniers jours, les États-Unis et le régime israélien ont commencé à bombarder des campus universitaires iraniens à Téhéran et à Ispahan, et ils continueront probablement. Mais ils ne peuvent pas enlever le savoir. Les Iraniens sont instruits, intelligents, et ils reconstruiront mieux qu'avant. Mais l'Iran est indépendant. Aucun autre pays de cette région ne ressemble à l'Iran. Il y a donc cette résilience et ce sens de l'indépendance. Et l'Iran a développé ses capacités. Nous les avons. Ils disaient que cette guerre se terminerait en 2 jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont sous-estimé la résilience de l'Iran. Puis après 3 ou 4 jours, ils ont affirmé que l'Iran commençait à manquer de missiles et de drones, parce qu'ils ont sous-estimé les capacités de l'Iran. Et cela va mener à leur défaite finale dans cette guerre. Si Trump est assez intelligent pour trouver une issue et surmonter les obstacles sionistes, les dégâts seront moindres. Plus il s'entêtera, plus les dégâts seront importants. Et cela se produira beaucoup plus rapidement. Le choix revient donc à Washington. Mais Washington ne se soucie pas des intérêts des États-Unis. Il se soucie des intérêts du régime israélien. Nous devrons voir, à mesure que la pression monte dans le monde entier, car tout le monde blâme le régime israélien. Tout le monde sait qu'il est derrière tout cela. Il blâme Washington parce que tout le monde sait qu'il est également derrière. Ainsi, tant aux États-Unis qu'à travers le monde, à mesure que la pression augmente et que l'économie mondiale en souffre, nous devrons voir si l'arrogance du sionisme sera contrainte de mettre fin à cette agression, ou si elle s'entêtera et rendra la catastrophe bien pire qu'elle ne l'est déjà. Je pense qu'une partie de l'équation concerne ce qui se passe en Israël. Il semble qu'en Israël, le chef de Tzahal ait déclaré que l'armée s'effondrait de l'intérieur. Ils ont beaucoup de problèmes sur ce front avec le Liban. Et nous savons que le Hezbollah a montré un grand, disons, retour en force quand on regarde ce qu'il fait en ce moment. Ils frappent le centre d'Israël, le sud d'Israël. Ils combattent sur le champ de bataille, détruisant des chars israéliens. Comment voyez-vous la combinaison de ce que fait le Hezbollah? Et en ce moment, nous avons, vous savez, le Hezbollah en Irak et les Houthis, les Yéménites, qui rejoignent le combat. Nima, tu sais, en Occident, chaque fois que ces journalistes me parlent, ces journalistes des grands médias ou ces experts de think tank, ils me contactent, posent des questions, et je leur explique les choses, parfois dans leurs émissions de télévision ou de radio. Et ils veulent toujours croire qu'il s'agit de propagande. Depuis des années, nous disons, et les preuves sont là, dans ton émission et ailleurs, que s'ils attaquent l'Iran, ils échoueront et provoqueront une crise énergétique mondiale. Exactement comme je le dis depuis des années, et exactement comme d'autres sur ton émission le disent aussi. Chaque fois qu'ils me disaient que le Hezbollah avait été affaibli, je leur répondais toujours, le Hezbollah n'est pas affaibli. C'est une force très puissante qui se réarme et se prépare pour l'avenir. Elle a beaucoup appris sur la technologie israélienne. Les Israéliens se préparaient depuis 18 ans à cette guerre, et le Hezbollah ne contrôle pas le Liban. Le Liban est rempli d'ennemis du Hezbollah. Et bien sûr, Al-Qaïda, un outil des États-Unis, se trouve maintenant en Syrie. Malgré cela,
ils se sont préparés et exactement ce que nous savions qui arriverait est arrivé. Ils se comportent de manière extraordinaire. Le Yémen, qui a vaincu les États-Unis dans une autre guerre il y a un an, est aujourd'hui bien plus préparé à la guerre qu'à l'époque. Et la résistance en Irak ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer. L'escalade n'a pas encore beaucoup progressé sur l'échelle de l'escalade. Ainsi, l'Occident sous-estime toujours. Ils croient toujours à leur propre propagande, tout comme à leur propagande sur l'Iran. Ils répètent sans cesse que l'Iran est faible, que l'Iran est impopulaire. Le régime, tu sais, quand on entend toujours le régime, ils adorent appeler l'Iran un régime, qui continue, ça ne nous dérange pas. Ils continuent de dire qu'il est impopulaire. Ils croient à leur propre propagande, selon laquelle le régime tuerait des dizaines de milliers de ses citoyens dans les rues et autres absurdités du genre. Ce sont eux les responsables, car ce sont eux qui ont créé ces groupes terroristes et ces rébellions armées qui mènent au meurtre d'innocents. Mais ils essayent d'en faire porter la faute à l'Iran. Leurs médias répètent tout ce qu'ils disent, parce que les médias ne sont pas ouverts, ni libres. Ils appartiennent à la classe Epstein, tout comme les régimes leur appartiennent. Mais le problème, c'est qu'ils croient à leur propre propagande, et donc ils sous-estiment. Ils croient à leur propagande selon laquelle le Hezbollah est fini. Ils croient à leur propagande selon laquelle en Irak, nous contrôlons la situation, les Irakiens détestent l'Iran. Et ils croient à leur propagande à propos du Yémen. En conséquence, ils ne font qu'aggraver leur propre situation car ils élaborent des politiques fondées sur leur propre propagande. Puis, ils se heurtent à un mur et se demandent pourquoi cela n'a pas fonctionné. Ils ne pensent pas que leurs propres estimations, leurs propres analyses étaient profondément erronées. C'est pourquoi, lorsqu'ils élaborent de nouvelles politiques, elles reposent encore sur le même modèle de propagande, la propagande qu'ils produisent eux-mêmes à travers leur propre système. Voilà où nous en sommes. Le Hezbollah bombarde le régime israélien. Et souvenez-vous, le Hezbollah est le grand héros de ces 2 dernières années et demie. Ils ont fait et ils continuent de faire des sacrifices. Rien qu'aujourd'hui, le régime israélien a assassiné des journalistes. En les ciblant délibérément, ils ont tué des secouristes. Et bien sûr, l'Occident s'en moque, car il est contrôlé par la classe Epstein, par les médias occidentaux. Ils tuent des femmes et des enfants. Ils bombardent des maisons. Et les médias occidentaux appellent cela des bastions du Hezbollah. Afin que les gens ne se rendent pas compte qu'il s'agit simplement d'immeubles d'habitation qu'ils bombardent et détruisent. Le Hezbollah a fait tous ces sacrifices parce qu'il voulait empêcher le régime israélien de massacrer les enfants de Gaza. Les sacrifices du Hezbollah et de la résistance ont été faits pour les enfants de Gaza. L'histoire se souviendra du Hezbollah comme de la force la plus humaine et la plus prête au sacrifice sur cette planète. Et bien sûr, il en va de même pour Ansar Allah au Yémen, il en va de même pour la résistance en Irak, et il en va de même pour le peuple iranien. La résilience du peuple iranien est extraordinaire. De jeunes adolescents, des filles, des garçons, se tenant dans les rues alors que des missiles sont tirés sur eux, sur leurs manifestations par cette coalition Epstein. Mais ils ne fuient pas, ils ne paniquent pas, ils tiennent bon, ils sont extraordinaires. Mais le Hezbollah, en raison du fait qu'il partage une frontière avec la Palestine occupée, a subi les attaques les plus féroces de toutes, et ils en sortiront victorieux. La région et le monde devront apprendre ce qu'est le Hezbollah. Pourquoi ils sont si résilients? Pourquoi ils sont si efficaces pour résister à la domination occidentale, à l'impérialisme occidental et à la brutalité du sionisme?